tous. Quels vont être les temps forts de ce webinaire? Alors, sur les webinaires Parlons RH, ce sont toujours les mêmes temps forts, même si la thématique varie à chaque fois. On reste bien sûr dans une thématique RH. Et encore plus ce matin, centre de coût, centre de profit, vaste sujet. Ben justement, le premier temps fort, ça sera Sébastien qui va nous décrire un peu le contexte, les tendances et poser les enjeux, la problématique. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important, quels sont les bénéfices que l'on peut tirer ou je dirais, les dysfonctionnements qu'il convient de corriger. Et dans un troisième temps, on verra quels sont les conseils d'action, les champs d'application, les recommandations, comment faire en sorte pour améliorer peut-être le positionnement de la fonction RH au sein de l'entreprise. Voilà les 3 temps forts, un peu le sommaire de notre webinaire. En termes de modalités opérationnelles, ce webinaire durera encore 43 minutes, il s'arrêtera à 11h45. Vous devez poser les questions au travers de la boîte de questions en bas à droite, normalement de votre écran. Vous avez également une boîte de chat que je vous invite à utiliser dès maintenant, juste pour vous présenter et se faire coucou les uns les autres, même si on est en distanciel, on peut avoir une forme de relationnel. Donc n'hésitez pas à vous dire bonjour, moi c'est Thomas, dirigeant de Parlons RH. Voilà, ça sera toujours plus sympathique pour animer l'écosystème. Et enfin, à l'issue de la présentation, vous pourrez télécharger le support qui vous est fait, qui va vous être fait très dans l'instant, même dans la seconde. Mais avant de commencer par ce premier temps fort, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter à notre audience, à notre communauté, et puis nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas SD-Works, qu'est-ce que SD-Works? Alors, donc, je suis Sébastien Vira, directeur commercial de SD-Works France. J'ai un parcours assez simple finalement. Après 5 années d'études dans les ressources humaines, c'est un sujet que j'aimais beaucoup, parce que j'aimais beaucoup la relation à l'autre, mais j'étais également passionné, et je le suis encore, de nouvelles technologies. Donc j'ai voulu aller voir et adresser le sujet des ressources humaines, mais du côté éditeur de logiciels. Donc j'ai intégré une structure très très rapidement de solutions logicielles. Ça fait maintenant 13 ans que je propose des solutions logicielles auprès d'un public de ressources humaines et de DRH. Et ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le groupe SD-Works, où on m'a recruté au départ pour développer une branche très particulière des SIRH qui est de la gestion de temps. Et ça fait maintenant 3 mois, donc c'est très récent, que je suis nommé directeur commercial du groupe SD-Works. Félicitations. Et alors, SD-Works, tu viens de l'évoquer, mais tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah oui, SD-Works, c'est le numéro 2 en Europe de la paye. En tout cas, ça, c'est l'activité historique. C'est quand même, on le voit à l'écran, plus de 5 millions de bulletins de paye par mois. Donc, c'est vraiment important, puisque la paye, on le sait tous, hein, le moindre écart, le moindre erreur en paye se voit très très vite quand on travaille dans les ressources humaines. Et ben, on doit produire 5 millions de bulletins fiables. Et on est présent à travers l'Europe et même le monde entier au travers de nos clients, avec 6150 professionnels dans les ressources humaines. Alors, deuxième acteur européen, alors là, je découvre cela, parce qu'en France, je pense que vous n'êtes pas non plus hyper connu. 2 questions. Ça veut dire quoi SD-Works? C'est la deuxième question. Pour revenir sur le marché français, vous êtes combien? Vous avez combien? Alors, ça va être en plus de questions. Je vais aller, pardon. En fait, une question en amène une autre. SD-Works, ça veut dire quoi? SD-Works en France, c'est combien? Et quelle est la nature de vos clients, de votre parc client, à qui vous vous adressez? Alors, SD-Works, c'est une bonne question, parce que la première fois que j'ai postulé dans le groupe, j'ai écrit SD-Works oui, avec un K et pas avec RX. Alors, pour ça, il faut remonter un petit peu à l'histoire et à l'après-Seconde Guerre mondiale. En fait, on va très très loin, on voyage un peu. Donc, c'est en Belgique qu'est né SD-Works. Donc, c'est les organisations patronales belges qui se sont réunies et qui se sont dit, nous devons reconstruire le pays, on veut se concentrer sur la machine de production, et donc on souhaite externaliser les tâches dites à faible valeur ajoutée. Et ils ont décidé donc de créer ce qu'on appelle donc un social dienst, donc le SD de SD-Works, qui veut dire en fait secrétariat social. Et un secrétariat social, on pourrait le traduire en France, parce que c'est un terme qui existe encore en Belgique. On pourrait le traduire par cabinet comptable, hein, presque. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'ensemble des entreprises belges, l'ensemble à ceci près, environ 90% des sociétés belges externalisent en fait leurs tâches administratives, comme la paye par exemple, et d'autres tâches également. Donc c'est vraiment une vraie culture, et qui est une culture de service. Et c'est de là qu'est arrivé le Works.
Et en fait, j'ai appris ça d'ailleurs très récemment, je l'avoue, hein, très clairement. Le Works, d'où vient-il? Je pensais que c'était un acronyme, pas du tout. En fait, à la base, c'était SD Work, en effet, avec un K. C'est pour ça que les personnes font l'erreur. L'idée de nos amis au marketing était de dire que le fait qu'on rajoute Work dit voilà, on propose un service de qualité qui fonctionne bien. Et parce qu'on a voulu faire un peu moderne et faire phonétique, on a ajouté un X. Sauf que dans la réalité, on le voit, et je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, encore beaucoup de personnes rajoutent un K. Mais bon, voilà, la marque en tout cas, c'est bien SD Works. Donc, c'est la modernité dans le service bureau pour le X. Et juste sur le marché français, vous êtes, donc je vois qu'il y a un certain nombre de chiffres, mais c'est quoi votre client type à qui vous adressez? Oui, alors sur le marché français, on est présent sur 2 sites. On a un site à Paris et un site à Bidart. D'ailleurs, à Bidart, c'est là dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, près de Biarritz, en effet. C'est là où on va positionner l'ensemble de nos gestionnaires de paie, qui est une ressource très rare aujourd'hui. On fait assez simple, hein, on fournit un PC, un téléphone, une planche de surf, et on les garde là-bas. Ça permet d'avoir une équipe qui reste en place et qui peut délivrer le service. Et notre cible, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout type de taille d'entreprise, 50 collaborateurs jusqu'à au-delà, avec différents niveaux de service. On peut, comme je l'ai dit, si je me reste uniquement sur la paye, proposer un service de paye totalement externalisé ou uniquement donner accès à nos solutions logicielles, puisque nous sommes également éditeurs, à nos clients pour qu'ils puissent réaliser la paye eux-mêmes. Nous, on va assurer évidemment toute la partie veille légale et conventionnelle. Mais est-ce que vous avez un marché cible plus particulier, plus de 50 et au-delà? Est-ce que c'est le 50 000 salariés? Est-ce que c'est 5 000? Enfin, vous avez un cœur de cible particulier, même peut-être une approche verticale, je ne sais pas, sectorielle? On a en effet un cœur de cible et un secteur privilégié, mais qui est par nature, qui vient plutôt de nos clients, des demandes que l'on reçoit. Le secteur cible aujourd'hui va être plutôt les entreprises de 250 à 3000 collaborateurs, puisque là, on va être sur nos propres solutions en tant qu'éditeur. On a un contrôle complet de la chaîne de valeur. On va jusqu'à, en fait, héberger nos propres solutions, puisqu'on est une activité de data center. On va jusqu'à proposer, du coup, nos solutions à nos clients et on va les développer et on va faire le service autour de ça. D'ailleurs, dans ce secteur-là, on s'adresse particulièrement au retail, puisqu'on est une société européenne. Et en général, quand on travaille dans le secteur du retail, on peut citer comme clients, par exemple, Primark ou Basic Fit, qui vont avoir des croissances fortes et qui vont être présents, évidemment, dans toute l'Europe, vont avoir besoin d'un accompagnement pour les suivre dans leur croissance. Donc, c'est vrai qu'on accompagne très bien ce type de clients qui ont des secteurs un peu mouvants. Néanmoins, on peut être présent sur des sociétés de 50 à 250 collaborateurs, mais là, on adresse le marché tout simplement avec une paye externalisée sous SILAE, qui est une paye qui est connue, reconnue et robuste et qui permet de démarrer une paye très rapidement avant de migrer vers nos solutions, justement, si l'entreprise grandit. Et puis, évidemment, au-delà des 3000 collaborateurs, on a une branche qui s'appelle l'ADESA qui propose des solutions de type SAP, mais qui vont s'adresser à des grands groupes internationaux de très grande taille. D'accord. PME, ETI, grand groupe, cœur de cible, label ETI, exactement. Et avec une spécialisation même dans le retail. Je ne trahis pas de... C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai pour habitude de dire qu'en France, on est 250 collaborateurs, on est une PME qui s'adresse aux PME, très clairement. Ok, super. Dernier point, après on entame, pardon de t'embêter avec ces questions, mais c'est toujours intéressant de comprendre à qui on a affaire. Dernier point, tu as parlé de éditeurs et prestataires de services, d'externalisation et d'édition dans le domaine de la paye. Tu as évoqué ton parcours au début sur la partie gestion des activités, gestion des temps et des activités, GTA. Et vous avez un périmètre fonctionnel plus large, paye, GTA, qui couvre la RH ou pas du tout? Alors, ce sont en effet des solutions logicielles qui couvrent l'ensemble du parcours du collaborateur, c'est-à-dire qu'on a un socle de base qu'on appelle aujourd'hui Core RH, mais qu'on appelait avant d'ailleurs gestion administrative, sauf que le Core RH fait évidemment plus de choses. Donc, ça va du onboarding jusqu'au offboarding, et entre deux, il y a toutes les étapes du cycle de vie. Et on est une solution complète, c'est-à-dire qu'on évidemment on a une gestion de temps qui est connue, je vous en ai parlé parce que je viens de ProTime, qui est une solution de GTA du groupe. Donc, on a évidemment la solution de paye, on a une solution de reporting, on a une solution donc, de dématérialisation également. Et enfin, on adresse avec des partenaires ce qu'on appelle le talent management aujourd'hui. D'accord. Bon, donc là, couverture assez large. Tu as parlé de cycle de vie et tu es revenu un peu sur l'histoire. Et bien justement, on va faire un petit peu d'histoire et un peu le cycle de vie pour rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. De quoi vas-tu nous parler ce matin quand on évoque un webinar qui a pour titre DRH, centre de coût, centre de profit? À vous de décider. Alors, quand
Quand on a posé la problématique, je me suis plongé un petit peu dans le passé et je me suis revu lorsque je faisais mes études en ressources humaines. D'ailleurs, quand je faisais mes études en ressources humaines, on m'a dit, après un DUT en RH, on m'a dit, faut que tu partes dans la paye parce qu'un bon DRH doit savoir faire la paye. J'ai dit, ok, je suis parti dans la paye. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. J'ai vite commencé en alternance dans le groupe Auchan, dans le Nord. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, la personne qui m'a recruté là-bas, c'est Laurent Petraszewski, qui est le chargé des secrétaire d'État, pardon, chargé des retraites et de la santé au travail. Et c'est lui qui m'a formé. Et au départ, quand je suis arrivé dans cette structure-là, j'ai travaillé au bureau du personnel. Et très très vite, ça s'appelait comme ça. Le bureau, il y avait une pancarte. Bureau du personnel. Ah ouais, service bureau, bureau du personnel. Exactement. C'était d'ailleurs à l'étage. Hein, donc, il faut imaginer, on était sur un magasin d'environ 1000 collaborateurs. On était à l'étage, un petit peu à l'écart. Et très très vite, on a senti, en tout cas, qu'il y avait besoin de rendre un service. Donc, ça s'est vite transformé en service du personnel. Et d'ailleurs, on a ajouté à ça une dimension de service, puisqu'on a ajouté des horaires d'accueil des salariés, chose qu'on n'avait pas avant. Et comme c'était d'ailleurs des accueils très limités, on pouvait recevoir de temps en temps sous la porte, alors de la part évidemment de nos managers qui étaient des demandes de contrat de travail qui étaient glissées sous la porte, parce que ça n'arrêtait même pas, hein, ils n'avaient pas de nous dire bonjour, ils est passé sous la porte. C'était aussi les délégués du personnel qui ont envoyé des petits billets de délégation aussi en dessous de la porte, même si on était présent. Et puis de temps en temps, évidemment, les salariés qui faisaient ça aussi. C'était un peu surprenant, mais on avait des horaires réduits. Et très très vite, on est devenu le service des ressources humaines. Alors comment on est passé du service du personnel au service des ressources humaines? C'est plutôt dans la mesure des choses. C'est-à-dire qu'on a senti très rapidement qu'on devait fournir des indicateurs. On a commencé à nous demander de maîtriser notre masse salariale. On a vu ce qu'on appelait les frais de personnel, en fait, à l'époque. Il fallait maîtriser ces frais de personnel très rapidement. Sur ma deuxième année de master, j'étais responsable de formation. Et là, on est arrivé à cette époque du DIF, qui est maintenant aujourd'hui le CPF, et on est arrivé à un montant qui était au plafond. La loi datait de mai 2004, on était aux 120 heures de DIF. Et là, les ressources humaines et le comité de direction se sont alertés en disant attention, si l'ensemble des collaborateurs demandent le DIF, on peut le faire une fois, deux fois, mais pas tout le temps, et on risquerait d'avoir un peu d'absentéisme lié à ces formations-là. On a pris le sujet à bras le corps, etc. Et puis on a avancé, puis on a réduit toutes ces heures de DIF. Bon, l'année d'après, le CPF est passé, donc j'avais peu travaillé pour rien, mais peu importe. Je sais ce que c'est que maintenant la formation en entreprise. Mais c'est surtout, ce qu'on a vu, c'est cette notion de maîtrise de coût. C'est-à-dire vraiment le fait de devoir mesurer, pas mesurer, mais de devoir, comment je veux dire, de maîtriser cette masse salariale. Et finalement, on est parti dans cette direction-là qui était plutôt de gérer finalement les ressources humaines, un peu comme un bilan comptable. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ressources humaines, c'est vraiment la ressource comme un bien. Et on est resté un petit peu dans ce carcan-là. Et c'est pour ça que je pose la question d'ailleurs à l'écran, c'est-à-dire à quand le retour de l'humanisation finalement de la fonction RH, qui n'est plus dans la mesure, mais plutôt dans un partenaire de terrain. Mais sur le terrain, alors merci pour ce retour d'expérience. Alors c'est du vécu, hein, c'est très personnel. Comment est-ce qu'on passe du bureau du personnel au service du personnel, au service des ressources humaines? Toi, ce que tu constates auprès des DRH que tu rencontres, que tu croises, il y en a encore beaucoup des bureaux du personnel, les services du personnel? Alors, étonnamment, il y en a encore beaucoup. En tout cas, la pancarte est restée. Je ne sais pas si dans les faits, c'est ce qui preste. Mais je le vois, alors je le vois évidemment en région, hein, puisque je parcours la France. Parfois, dans certaines industries, on voit encore cette petite pancarte dorée qui est au bureau, qui est un bureau d'ailleurs, en général même mal éclairé, je ne sais pas pourquoi. On a un peu ce stéréotype un peu de service du personnel. Oui, on en voit encore beaucoup. Et on a des personnes d'ailleurs, et peut-être que même certains d'entre vous vont se reconnaître, qui ont la double casquette, qui ont la casquette de comptable et de RH. Alors qu'ils sont quand même des sujets diamétralement totalement différents. Donc, alors c'est évidemment dans les plus petites structures, hein, soyons clairs, hein, mais dans ces structures-là, on a souvent, je suis directeur administratif et financier et DRH. Alors justement, je crois qu'il y a des chiffres hein, juste après, c'est ça? Exactement. Pour passer en fait de l'expérience à la statistique, tu viens d'évoquer l'aspect quantitatif. Quelles sont justement les tendances? Ce sont des indicateurs qui émanent d'une enquête qui vient de… Alors l'enquête a été réalisée donc, par le groupe SD Works directement auprès de l'ensemble de nos clients en Europe. Alors l'ensemble de nos clients n'ont pas répondu, je vous invite à voir le nombre de clients qui ont répondu, mais elle est très représentative. Et d'ailleurs, on a fait un focus ensuite par pays, c'est toujours intéressant, mais là je vous invite à aller sur notre site web pour pouvoir aller télécharger tout le contenu
de cette étude-là. Mais si on fait un focus uniquement sur la France, on constate déjà une première chose. C'est que l'étude, c'était sur les tendances, c'est ça qui impacte la fonction RH? Exactement. C'était vraiment quelles sont les tendances en 2022 qui vont impacter la fonction RH d'abord en Europe. Et puis, comme on est évidemment cet acteur européen, on a la data pour redescendre sur le pays. Et c'est là qu'on voit certaines choses, notamment sur la France, qui est un peu notre sujet aujourd'hui, qui est de dire, d'une part, on a des process RH qui sont digitalisés. Évidemment, le premier, c'est la paye. Ça, c'est plutôt logique. La première paye était sur Excel et maintenant, on a des logiciels qui font ça très bien. La gestion de frais, etc. Mais ce qu'on constate surtout, en dehors de cette digitalisation, c'est que la France occupe la 9e place sur 12 pays. C'est-à-dire qu'on est clairement, malgré étant la 5e plus grosse puissance mondiale, en retard sur cette digitalisation. Et ce retard-là, nous, on donne quelques conseils en fait à la fin de cette étude-là. Le premier conseil qu'on donne, et qui a un impact indirect aussi avec la digitalisation, c'est conseil numéro 1, vous voyez sur votre gauche, qui est de mettre l'humain au cœur des RH. Et comment on fait ça? On met l'humain au cœur des RH en se disant, OK, mes tâches administratives que je réalise, le temps que je passe à faire ça, je vais plutôt soit l'automatiser via donc, cette digitalisation, mais je vais l'automatiser pour moi, mais aussi je vais la mettre au service de mes collaborateurs. Et là, on va reprendre un peu la dimension de service, c'est-à-dire que je digitalise pour moi en tant que professionnel RH pour passer plus de temps sur le terrain, mais aussi pour mes collaborateurs pour qu'ils se sentent reconnus. Et le fait de digitaliser une première partie permet aussi d'avoir une maîtrise sur son temps de travail. La deuxième chose, c'est que je peux digitaliser, c'est très bien, mais je peux aussi externaliser cette digitalisation. C'est-à-dire que je peux dire, on va prendre le cas très simple de la paye qui est le cas le plus connu. Si j'externalise ma paye, évidemment, je vais, alors déjà, je vais réduire mes coûts parce que les coûts sont assez connus. Un salarié administrativement coûte 450 € par an. Si vous divisez par 12, ça vous fait à peu près 40 € du bulletin. Je pense qu'aucun de mes partenaires et collègues propose un bulletin à 40 €, alors je me trompe, mais on sera évidemment un peu moins cher si on fait d'externaliser une solution de paye, par exemple. L'externalisation a toujours un bénéfice économique. Alors, il y a un bénéfice économique très fort sur l'externalisation. Il y a un bénéfice aussi sur la notion de maîtrise de coûts, puisque le sujet, je le rappelle, qui maîtrise centre de coûts et centre de profit, un centre de coûts doit maîtriser ses coûts. Là, on a une maîtrise que le coût bulletin est fixe. Et pourquoi je dis qu'il est fixe? Parce qu'on est dans un beau pays qui est la France. Une nouvelle loi peut changer. On peut avoir, comme certains de nos clients ont eu, la DSN, le prélèvement à la source. Je fais confiance à mon ancien boss pour trouver de nouvelles choses à intégrer sur le bulletin de paye. De fait, il faut être en anticipation et avoir quelqu'un, en tout cas on a un vrai avocat qui est un expert reconnu sur le marché, d'ailleurs qui fait un webinaire en même temps que moi, mais qui va proposer du conseil RH. Et l'éditeur a l'obligation de toute façon de se mettre à jour en termes de conformité et de légalité. Et typiquement pour nos clients, c'est ce qu'on porte. On pense qu'on appelle le full légal, c'est-à-dire qu'on met à jour tous nos clients. Donc ce risque-là, qui est un risque légal, ils ne l'ont pas non plus. C'est un risque qui est calculé. Donc c'est un vrai bénéfice, en tout cas sur cette dimension de paye. Donc les clés pour un service RH performant, en tout cas pour passer du service ressources humaines à la direction, je crois que c'était sur la slide, à plus d'humanisation pour mettre l'humain au cœur, la digitalisation pour les équipes RH, gagner en productivité, mais aussi pour les collaborateurs pour gagner en service. Premier axe. Deuxième axe, l'externalisation, parce que ça gagne en économique et ça permet de mettre sous contrôle les coûts. C'est pas uniquement la réduction des coûts, c'est aussi la mise sous contrôle des coûts. Et c'est comme ça qu'on arrivera d'un centre de coût à un centre de profit, qu'on puisse piloter les choses. C'est bien ça. Et autre idée, la France est en retard en termes de digitalisation, de façon assez forte en fait. Oui. Pas dans le peloton de tête, on n'est pas sur le podium, loin s'en faut. C'est bien ça? Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, pour imager ça, parce qu'on peut se poser la question de finalement pourquoi faire ça. Alors, humaniser c'est une chose, mais pourquoi humaniser finalement? On le verra sur la prochaine slide, c'est qu'on a des chiffres et un retour très clair de la notion d'humanisation. Alors, avant, tu abordes le sujet d'après. Donc, évidemment, vous pouvez poser vos questions et émettre vos commentaires, émettre aussi vos retours d'expérience. Je vois Jean qui, plus que poser une question, met une remarque qui dit centre de profit quand on passe de ressources à richesse, de richesse humaine. Ça tombe bien, c'est le sujet. Je pense qu'on va l'aborder juste après, me semble-t-il. Oui, en effet, même si, encore une fois, mais ça on le verra après, le terme de richesse, pour moi, envoie vers de l'argent plus que de la richesse des rapports. En fait.
Et Claire te pose la question suivante. En cas d'externalisation de la paie, puisqu'on a beaucoup parlé, l'entreprise se décharge de sa responsabilité des payes sur le prestataire. Est-ce qu'il y a un transfert de responsabilité? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on est quand même dans un cadre légal. Quand on externalise sa paye, l'employeur reste et restera toujours le responsable du montant qu'il va verser à salarié et à la paye. Donc, on ne décharge pas la responsabilité de paye. C'est pour ça que nous, dans nos processus de paye et de contrôle, le contrôle final est toujours à faire par nos clients, c'est normal. Si notre client dit, voilà, j'ajoute une prime de 1 000 €, ben, il faut qu'il puisse vérifier que c'est bien 1 000 €. Ça, c'est sa responsabilité. Là où il y a un transfert de responsabilité, je dirais, c'est que on est vraiment en source de conseil au niveau de la loi. Donc, on va faire du juridique. Et c'est là où on va être assez pertinent. Par contre, soyons clairs, la responsabilité de la paye est toujours côté salarié, même si on externalise. Ça ne pourra pas changer. Néanmoins, on le voit au quotidien, s'il y a le moindre souci, et ça arrive, hein, on est sur de la paye, on est sur quelque chose de complexe, le problème de paye peut arriver, une incompréhension, une mauvaise saisie, tout ça, ça peut arriver. Il est évident que le client se retourne vers nous, mais là, évidemment, on porte la responsabilité, en tout cas de la pénalité qui aurait pu être attribuée par exemple, par un organisme, des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. On dit la délégation n'exclut pas le contrôle, j'ai envie de dire l'externalisation n'exclut pas le contrôle, même s'il y a un engagement de résultat sur la mécanique de proposer sur le bulletin de paye, c'est bien ça? C'est le même principe, hein, si je fais encore une fois un raccord avec ce que je disais au début, quand j'ai commencé, il fallait savoir faire une paye. Aujourd'hui, je dirais qu'il ne faut pas savoir la faire, mais il faut savoir la comprendre et l'expliquer, qui est le point numéro 1 pour pouvoir justement faire ces contrôles-là. Alors Joël te pose la question suivante, et comment parvenir, je vous invite à continuer à poser vos questions d'ailleurs et à refaire vos remarques, et comment parvenir à intégrer la digitalisation RH dans le secteur public? Vous êtes dans le secteur public ou pas? Alors, on n'est pas très présent dans le secteur public, c'est vrai, mais c'est un secteur très particulier, on n'est pas des experts sur ce secteur-là. Donc, j'ai peu de retours d'expérience sur le sujet. J'ai un avis parce qu'on travaille dans le secteur public plutôt avec nos solutions de gestion de temps, mais pas finalement avec la paye. Le conseil pour moi, c'est que il faut accompagner le changement et cesser du temps au temps. Bah, moi, je trouve que le secteur public est très dynamique sur le sujet, mais parce que le retard est assez important. Et donc, mais je trouve beaucoup de volontarisme, même si effectivement la conduite du changement est un petit peu particulière. Je vous propose de continuer à aborder le webinaire et continuer à faire un certain nombre de remarques. Et ben pourquoi c'est important, l'humanisation, la direction de la relation des ressources humaines, pour le poser un petit peu comme ça, directement et crûment? Alors, je vous ai sorti quelques chiffres. On le voit d'ailleurs avec l'image ici. Hein, c'est que c'est un peu à la mode. Hein, on voit souvent les tables de ping-pong ou les baby-foot. Et on oublie juste que c'est pas ça, en fait, hein, qui va apporter, en fait, on voit ici un engagement des collaborateurs, mais c'est surtout quelque chose qui est en amont. Le premier point, on le voit ici, c'est sur le job des ressources humaines en tant que tel. C'est-à-dire que 80% des dirigeants jugent la fonction RH efficace. C'est parfait. Par contre, uniquement 63% des collaborateurs. Pourquoi il y a un tel écart alors que finalement, on s'adresse tous les mois aux collaborateurs? On s'adresse aux collaborateurs à travers une fiche de paye. On s'adresse aux collaborateurs à travers peut-être un outil justement de gestion des demandes de congés. Et surtout, le collaborateur, le premier contact, c'est les RH parce qu'on va faire le contrat de travail. Et c'est aussi le dernier contact. Donc, selon nous, on pense qu'il y a vraiment un problème de communication entre les ressources humaines et leurs clients. Et pour moi, les clients des ressources humaines, ce sont évidemment les ressources humaines, c'est les managers et donc la direction. La direction, évidemment, demande plus de feedback, donc ils peuvent évaluer, évidemment, et juger ce feedback-là. Le deuxième point, c'est la notion d'engagement des collaborateurs. Là, c'est une étude qui est européenne, c'est Gallup qui fait ça. Donc, l'engagement des collaborateurs n'est que 14%. Alors, on parle souvent d'engagement. Alors, c'est quoi l'engagement et pourquoi c'est important? Je connais bien le sujet parce que je viens évidemment de cette business unit qui est ProTime, qui a eu 10 ans de Great Place to Work. Donc, on connaît bien le sujet. Ce qu'on constate et ce que dit l'étude, c'est qu'un collaborateur engagé, c'est évidemment 17% de productivité en plus. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un collaborateur engagé, mais au-delà de ça, ça permet de prévenir certaines choses, l'engagement. Ça prévient la démotivation et ça force les ressources humaines aussi à se remettre en cause systématiquement pour améliorer le climat social. Et enfin, je reviens sur une troisième stade qui est aussi importante et que j'ai constaté et qui est surprenante, c'est qu'une compétence par rapport à 1987 qui durait 30 ans ne dure que 2 ans. Ça veut dire que les personnes qu'on recrute aujourd'hui, dans 2 ans, vont devoir se former vers une nouvelle compétence.
Et ça, c'est un vrai sujet parce que comment identifier quelle compétence sera nécessaire dans 2 ans? Pour moi, il n'y a que le service RH qui va être capable de faire ça, d'être capable d'être sur le terrain, de discuter avec les managers, de discuter avec les salariés pour se dire, OK, je vois bien pour X raison qu'il y a une nouvelle machine qui va arriver, la nouvelle technique qui est arrivée, c'est celle-ci, on va devoir former. Et encore une fois, et c'est ma vision des choses et c'est le retour que j'ai et je le vois à travers mes clients, les clients les plus performants sont évidemment ceux qui arrivent à accompagner ce changement et cette formation. Et c'est pour ça que je rajoute le R de relation aux ressources humaines. L'idée, c'est que on ne traite plus vraiment de ressources l'homme, mais plutôt de se lancer un peu plus dans la relation et dans l'échange. En fait, tu nous invites à 3 actions, en tout cas 3 constats, qui est communiquer, engager, et j'invente un mot, compétencer, c'est-à-dire le fait de développer les compétences pour ne pas utiliser le terme de la formation, qui est un peu trop lié au marché français, que l'acte de former, c'est pas l'acte d'apprendre qui est important, ou qui était important. Là, on est vraiment sur le fait de développer la compétence, communiquer auprès de ses clients internes, les candidats, les salariés, les managers, l'équipe de direction, n'oublions pas les partenaires sociaux, engager bien sûr dans une dynamique de motivation et de bien-être, et compétencer dans le sens que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire c'est un peu le nouvel or noir, ou l'essence même de la compétitivité de l'entreprise. Je ne sais pas s'il y aura des tickets ou des chèques compétences, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'être dans une logique, dans une symétrie des attentions avec ce qui se passe aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat. Juste une question là-dessus, c'est est-ce que dans tous les DRH, tu viens de l'évoquer, dans tous les DRH que tu rencontres au quotidien sur votre parc client, est-ce que cette conviction, elle est partagée, cette tendance-là, cette nécessité de pouvoir agir sur ces 3 axes, communiquer, engager, former? Non, c'est encore peu répandu en fait. Et d'ailleurs, les DRH qui m'ont le plus marqué, ce sont les DRH qui avaient compris ça très tôt. Bizarrement et étonnamment, ce sont les DRH qui ont une certaine expérience et qui ont un certain âge en fait dans la fonction. Les nouveaux DRH ont un peu moins pris ce pas-là, sont un peu plus justement dans. Encore une fois, c'est ce que je vis. Je dis pas que l'ensemble des DRH sont comme ça, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est que le pas lié à l'humanisation, on sent qu'on est d'abord sur un peu comme une gestion d'un commerce finalement, avant d'arriver sur la fonction RH. Et c'est en ça que je dis que la notion d'humanisation doit reprendre un peu le pas. Tu parlais évidemment de compétences et de formation. Aujourd'hui, on parle de guerre des talents, c'est le sujet du moment. En vrai, je pense que le sujet n'est pas sur les talents. Le sujet, tu l'as dit, il est sur le fait d'apprendre finalement une nouvelle compétence. Et pour moi, les RH, sur le sujet est le fait d'identifier et de pouvoir transmettre cette compétence aux nouvelles personnes. Alors, on va prendre quelques questions. Encore une fois, n'hésitez pas. Alors, Jean te pose la question suivante. 14% de quoi des travailleurs interrogés? Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. Donc, sur l'ensemble des travailleurs, en effet, qui ont été interrogés, uniquement sur ces travailleurs-là, 14% se disent engagés. En fait, il y a une autre répartition, mais là, je vous invite à lire l'étude qui s'appelle Gallup, G-A-2-L-U-P. Vous avez des collaborateurs désengagés et des collaborateurs ensuite activement désengagés, c'est-à-dire qu'ils vont nuire en fait au climat social. Voilà, Jean, pour la réponse. Farida pose la question suivante. Comment explique-t-on ce retard? Je suppose que c'est le retard sur la partie fonction publique. La notion de digitalisation. Alors, je vais vous donner un exemple très drôle. Mais je pense que ça en vient par rapport à la taille de notre pays. Je travaille pour une entreprise belge et mes collègues belges, quand ils me voient faire un chèque, rient souvent. Ils rient souvent parce que pour eux, qui est un plus petit pays que la France, on pourrait penser que parce que c'est plus petit, ça a moins de moyens, c'est moins moderne, n'ont plus de chèques depuis longtemps. D'ailleurs, quand ils sont entre amis ou quand ils vont acheter une voiture, ils font des virements instantanés. Tout est processé. Et je pense que c'est, très lié à notre taille. Je pense aussi que c'est lié à l'histoire des ressources humaines aussi. Quand on est plus gros, mais on a évidemment un petit peu de temps à avancer et la fonction RH se transforme. Je suis assez jeune, j'ai vu déjà cette transformation rapide. Je pense que là, ça a accéléré. Ça s'accélère évidemment depuis ces 2 dernières années. Donc on est en train de rattraper le retard. Mais je pense que oui, ça tient dans les origines de la France finalement. On aime encore l'administration. Moi-même, et là c'est très personnel, chaque année, je remplis un dossier papier pour inscrire mes enfants. Je vous assure, ils s'appellent toujours, ils ont toujours le même prénom, ils ont toujours la même adresse.
Et voilà, tout ça n'a pas changé. Moi, c'est pareil, je fais une demande de carte d'identité, je dois fournir un acte de naissance. C'est le même, hein, c'est toujours le même. Hein. Je dois le fournir papier et je dois l'envoyer. Voilà, ça ne change pas encore. Mais je pense que les mentalités sont en train de changer, puisque pour revenir sur la carte d'identité, j'ai vu ça ce matin, donc je vous le partage. À partir du mois de septembre, on pourra même l'avoir dans le téléphone. Ouais. Donc là, on est assez moderne finalement pour la fonction publique. Donc voilà, il y a un problème de taille, peut-être donc d'importance aussi du service public. Hein. Si on n'a pas de service public, c'est vrai que c'est plus facile en termes de dynamique, de cinétique, de mise en mouvement. Et comme à chaque fois, aussi un enjeu culturel, c'est ce que tu as évoqué. Jean faisait la remarque, l'entreprise creusait de vocation et il y avait aussi une formule juste avant, richesse égale valeur immatérielle, la singularité de chaque salarié, talent, compétence. Je suppose, Jean, que vous faites référence à la raison d'en être, la raison d'être, puisque c'est votre expertise et notamment votre ouvrage. Je vous invite à le partager dans la boîte de chat pour qu'on puisse tous en faire l'acquisition. Par te pose la question, sans volonté, ou il fait la remarque suivante, sans volonté managériale, la performance RH a ses limites. Il s'agit d'un constat avec des interrogations. Alors là, je vous rejoins entièrement en fait. Hein. D'ailleurs, c'est pas une question, c'est plutôt un constat, mais il est vrai. Avec des interrogations. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai, il faut de la volonté pour faire ça, une volonté managériale. Et c'est pour ça que le cheval de bataille des ressources humaines, il est double finalement. Il est évidemment de convaincre la direction que le service RH n'est pas juste un service administratif. Et ensuite, il est de convaincre les salariés aussi, puisqu'on a vu dans l'étude que le feedback n'était pas hyper positif. C'est de dire que le service RH, encore une fois, est présent pour eux et délivre un vrai service et une vraie qualité de service. On va voir justement la recommandation juste après, enfin juste là, maintenant. Donc, pour passer à l'action, quels sont les champs d'application, comment est-ce qu'on fait, ou quels sont les grands conseils que tu nous prodigues pour aller dans cette dynamique du R de la relation, celle qui fait le lien d'ailleurs entre le D de la direction qui donne le sens à l'action et le H de humaniste. D'ailleurs, tu connais mal le sujet, hein, je t'ai piqué un petit peu le R de relation dans ton livre, hein, qui était donc mission et démission. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, l'idée en fait d'un RH, on le voit par l'image ici, hein, c'est focus, donc rester concentré. Et pour rester concentré sur cette tâche-là, puisqu'encore une fois, les ressources humaines, c'est une multitude de tâches, hein, c'est du recrutement, c'est de la formation, enfin, ça peut partir très très vite dans tous les sens. Donc l'idée, c'est de identifier ces postes-là, et une fois qu'on les a identifiés, de les mettre de côté et de se dire, ok, ça, je n'ai pas la nécessité de le faire en interne chez moi, donc je vais l'externaliser. Je vous en ai parlé d'ailleurs depuis le début, hein, c'est externaliser le maximum de tâches administratives. Alors aujourd'hui, on parle de P, de GTA, ça peut être aussi, pourquoi pas, le recrutement, ça peut être un ensemble de tâches qu'on peut externaliser pour rester vraiment, encore une fois, hein, tout dépend de la taille de votre service, hein, mais de externaliser le maximum de tâches administratives, puisque les outils sont là, ils existent, donc autant les utiliser. Pour externaliser, il faut aussi évidemment digitaliser. Là, j'ai noté digitaliser avec le plus faible taux de management, de change management possible. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire en fait que il y a deux choses. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression laisser le temps au temps. C'est-à-dire que on a souvent des projets qui arrivent, on nous dit voilà, moi j'ai posé le drapeau à telle date-là, donc je veux être prêt à cette date-là. C'est pas ça la bonne réflexion pour moi. C'est surtout la réflexion qui est bonne, c'est quand mes salariés seront prêts à l'utiliser et quand ils auront pris en main cette application que je leur ai mis par exemple en main comme les demandes de congé pour l'utiliser correctement. Donc le faible taux de change management, ça veut dire que il faut faire des tables rondes, il faut évidemment discuter et que l'ARH se transforme presque en marketing auprès de ses salariés pour anticiper les attentes et être sûr que tout le monde utilise bien une application parce que on le voit, on peut mettre X applications, si elle n'est utilisée par personne, le projet est mort dans l'œuf et on perd la confiance du service RH. Donc un faible taux de change management, ça passe par une gestion de projet très claire. Et d'ailleurs, j'invite aussi mes petits collègues des RH à ne pas hésiter à externaliser aussi cette notion-là et à passer par des cabinets d'aide au choix, par exemple, qui sont très présents en France, et c'est un modèle français très particulier d'ailleurs. Ils peuvent passer par eux pour se faire accompagner. Et enfin, évidemment, le troisième point, donc miser sur un onboarding et un onboarding sensationnel. Ça, c'est vraiment la clé. Mais comment on fait? Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir un offboarding sensationnel, tip-top, génial, avec effet waouh. Alors, en fait, ça peut se faire très simplement. C'est vrai que pour moi, le onboarding commence d'ailleurs dès l'entretien de recrutement. Il faut vraiment avoir, donc, pour paraphraser une personne que j'ai rencontrée au Disrupt RH,
c'est il faut qu'il ait l'impression d'être dans un hôtel 3 étoiles, voire 4 étoiles, quoi. On lui en vend 3, il en arrive dans 4. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit, hein, encore une fois, le marché est très, très, très volatile. Et quand on fait un bon onboarding, on garde et on a des collaborateurs engagés. Comment on fait? On pose tout simplement les étapes de ce onboarding, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut communiquer à mon collaborateur et quelles sont les étapes ensuite qui vont m'amener à le garder dans mon entreprise. Un welcome pack ne suffit pas pour moi. Pas parce que vous avez donné un stylo, un calepin avec un petit smiley qui dit bonjour, je suis content de te voir. Si vous n'avez pas d'échange avec lui, si vous n'avez pas de suivi, si vous n'avez pas d'entretien intermédiaire, pour moi, l'onboarding ne sera pas réussi. Évidemment, pour faire ça, on vous accompagne toujours. J'ai parlé tout à l'heure du corps RH. Quand c'est digitalisé, vous avez des rappels. Encore une fois, on a la tête dans le guidon. Si on encadre 10-15 personnes qui viennent d'arriver dans la société, on va avoir un système de rappel qui va dire attention, il faut quand même passer l'entretien, faire l'évaluation. Et on va suivre comme ça ce collaborateur, il va se sentir accompagné et surtout avoir un sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance doit être gardé jusqu'à la sortie, c'est-à-dire jusqu'au offboarding. Pourquoi le offboarding? Parce que moi, le premier, je suis un geek, j'ai plein d'applications, j'adore tester ça. Et en plus, j'ai un ami surtout. Et je vais être amené à vouloir le donner. Et c'est ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que la première chose que je fais, quand je vais visiter un nouveau client, pour le connaître, je vais voir évidemment sa vitrine, et ensuite, je vais voir ce que j'appelle moi son arrière-cour. C'est-à-dire que je vais aller sur Glassdoor, et je vais aller voir les avis que les salariés vont donner à cette société-là pour voir un petit peu quel est le style de management et ce qui va transpirer à travers ça. Et ça, mine de rien, c'est ce que font chez les candidats. Ils vont aller dessus, ils vont vérifier les avis, ils vont peut-être même pas postuler, donc vous passerez à côté de cela. Donc un onboarding de qualité et un onboarding de qualité, parce que demain, évidemment, ce sont potentiellement vos clients. Si je reprends, ma femme travaille dans le retail. Bon le retail, on peut être client de ce magasin-là, on n'est plus salarié, mais on peut rester client. Donc c'est l'idée. Oui, on est dans l'ère de la recommandation et aussi dans une forme de porosité des frontières entre business et RH. Donc ça devient, on parle de marque employeur, mais on pourrait parler de marque business ou de marque commerciale. Tout ça se converge. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ce qu'on peut voir, c'est souvent les salariés qui ont 2 téléphones portables parce qu'ils ne veulent pas couper en fait la relation entre le pro et le perso. Sauf que durant leur travail, ils vont aller sur Facebook, par exemple. Donc, soit on coupe tout, soit on ne coupe pas. Donc, on est dans une vraie porosité, en effet. On le voit aussi avec le télétravail. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je termine évidemment sur le fait de reprendre la main en fait de votre mission, qui est d'accompagner les hommes et votre organisation. Finalement, pour moi, c'est ça la mission de RH, c'est de porter l'organisation et les hommes avec un grand H à leur meilleur niveau. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a un slide qui est juste après, c'est ça? Alors, si on peut. Je vais accélérer parce qu'en effet, je parle beaucoup. Non, mais c'est bien, c'est le but d'un webinaire. Mais pour rester toujours dans le timing, on est toujours soucieux de respecter l'horaire. Donc, je vais te demander de le faire en 2 minutes. Oui, tout à fait. Alors, déjà, je commence par l'image de gauche qui est assez drôle, qui renvoie vers un film culte, même si je pense qu'en vrai, les plus jeunes maintenant ne le connaissent plus, malheureusement. Ce film-là, j'ai vu ça au Disrupt RH, ça m'avait marqué. Disrupt RH, c'est quoi? C'était un événement, c'est ça? C'est un événement 2022, en effet, qui a eu lieu avec des professionnels des ressources humaines qui ont pu partager justement leur vision des choses et c'était très intéressant. D'ailleurs, ils ont un site web, pareil, je vous invite à aller voir un petit peu le thème des conférences. On voit clairement ici, mais ça c'est la réalité des choses finalement. Il y a une notion de budget aussi, parce que quand on parle de centre de profit, on parle aussi de budget, il y a de l'argent derrière. Et on voit souvent que le budget commerce, évidemment, le plus grand, c'est souvent le cas dans l'entreprise, le marketing, le commerce est plus grand. Et le budget RH, finalement, comme il est perçu comme une charge et pas comme un investissement, est toujours très très petit. Pour moi, ça passe par vraiment un changement de mindset ou d'état d'esprit, c'est-à-dire que les RH doivent commencer à adopter les codes de centre de profit. Et pour faire ça, il faut être capable de se mesurer. Alors quand je parle de mesure, je ne parle pas de toute la mesure qu'on peut trouver dans les RH et dans tous les bouquins de réglementation sociale des RH, mais plutôt dans la mesure de la performance RH que moi j'appelle l'INPS, qu'on mesure d'ailleurs chez SDWorks. L'INPS, c'est l'employé Net Promoter Score, c'est-à-dire que vous invitez vos salariés à répondre à une seule question. Donc ça va vite, ils n'ont qu'une seule question. C'est est-ce que vous recommanderiez votre entreprise auprès d'un proche? Et là, ça va de 0 à 10. 10, c'est oui, absolument. 0, c'est sûrement pas. Et dedans, vous allez retrouver évidemment des détracteurs, des non-détracteurs, des gens passifs. Si vous êtes entre 8 et 10, vous n'avez pas de détracteurs. 6, 7, vous avez des passifs. Et en dessous, il va falloir les travailler. Et ça donne un indicateur. Ça donne un indicateur déjà sur le fait que potentiellement, alors si vous êtes à 10, ne changez rien surtout. Essayez de faire 11 si c'est possible. Si vous n'êtes pas à 10,
je vous invite à revoir un peu du coup votre politique RH et à se concentrer sur les détracteurs et votre management. Et par rapport à ça, de communiquer. Un peu comme un plan commercial, je suis directeur commercial. Chaque année, je dois faire un plan de stratégie pour dire, voilà, là où je veux aller, pourquoi je veux aller. Les RH devraient faire pareil finalement, mais même de communiquer auprès de leurs salariés. C'est-à-dire, voilà, notre stratégie RH par rapport à l'INPS. L'INPS, il n'est pas bon. Voilà ce qu'on souhaite changer. Et on vous invite à la fin de l'année à vous communiquer aussi les résultats de ces changements-là et à faire cette nouvelle étude. Et enfin, le dernier point, c'était évidemment une boutade, hein, la notion de budget. Je pense très sincèrement qu'on n'est pas encore prêt pour avoir le même budget que le commerce pour l'instant. Donc là, il y a encore un grand pas à prendre. Mais pourtant, c'est bien un changement de paradigme qu'il faut probablement envisager. On n'a pas le temps trop de prendre des questions, mais il y a la remarque qui est une remarque sous forme de question de gens. Comment faire adhérer les salariés aux futurs entrants à la raison d'être de l'entreprise? Ne faudrait-il pas également poser cette question, qui est la suivante, comment faire adhérer l'entreprise à la vocation de ses salariés? En fait, ce que je trouve intéressant dans l'approche, oui Jean, c'est une bonne question, c'est l'inversement, le changement des rapports, l'inversement du regard que l'on peut porter sur le marché. C'est le cas sur la partie commerciale. Il y a un moment, il n'y aura plus de commerce parce qu'il n'y aura plus d'hommes pour le servir. Et donc, il faudra probablement se donner plus de moyens, plus de latitude, plus d'importance aussi à cette belle fonction RH. Merci beaucoup Sébastien pour ce propos. Ce n'est pas terminé, j'ai quand même encore 2 questions. La première, c'est ton coup de com', et la deuxième, c'est ton coup de cœur. On termine toujours tous les webinaires parlant RH de cette manière. Coup de com', coup de cœur. Alors, mon coup de com', c'est que comme vous le savez aujourd'hui, si vous regardez un petit peu la télévision ou si vous écoutez la radio, il y a en ce moment une grande compétition qui se fait à vélo et qui est une compétition qui a lieu sur le territoire français. Et cette compétition-là, en fait, SD Works sponsorise l'équipe. Je crois que tu tournes autour du pot parce que tu n'as pas le droit de le dire, c'est ça? Non, on n'a pas le droit. C'est une marque déposée, donc on n'a pas le droit de les citer, donc mais je pense que… Tourne autour du pot. Voilà. Ouais, un pot français. Voilà. Tout à fait. Ça peut être international. Exactement. Et donc cette compétition va se terminer le 24 juillet sur les Champs-Élysées. Je vous informe ici. Nous, on va organiser un événement en fait avec l'ensemble de nos plus gros clients, comme des clients comme Primark, Basic Fit, des clients très connus. Ces grands DRH vont nous rejoindre sur le pied des Champs-Élysées pour être présents lors de l'arrivée des coureurs hommes et le départ des coureurs femmes qui l'équipe sponsorise. Et c'est un super moment de networking dans un cadre exceptionnel. Donc c'est vraiment très très VIP. Et puis j'offre 2 places. Et ces 2 places, comment on va les chercher? C'est plus qu'un coup de com', c'est un cadeau en fait. C'est clairement un cadeau. Alors là, pour le coup, c'est un vrai cadeau. C'est vrai. C'est un vrai cadeau, je vous assure. Je vous invite vraiment à vous connecter sur un post que j'ai fait sur LinkedIn, où je vous invite tout simplement soit à liker ou à mettre un commentaire sur ce post-là. Mon équipe marketing prendra évidemment une main enceinte pour prendre 2 personnes, ou des likes ou des commentaires, et les inviter. C'est une vraie invitation à cette compétition-là. J'ai du mal à pas le dire. À cette compétition-là, ça va vraiment être très très sympa. Ton post LinkedIn est facilement identifiable. En fait, il traite de ce sujet-là explicitement. Alors, oui, il traite de ce sujet-là. Après, donc, vous allez tapez juste Sébastien Vira, hein, je pense dans Google, vous me trouverez. Vous prendrez mon dernier post. On pourra éventuellement vous le partager peut-être dans le chat hein, s'il y a besoin. Et mon coup de cœur. Oui, ton coup de cœur, pour finir. Ouais, je termine. Mon coup de cœur, donc c'est plutôt ce qui va me définir. Je suis très geek, hein, je pense que maintenant vous l'avez compris. Voilà, mon coup de cœur est autour de la musique. Je suis un passionné de musique, mais plus que de musique, de hi-fi en fait. Je casse les pieds à tout le monde. D'abord à ma femme, hein, parce que quand on aime la musique, on sait qu'il faut de belles grandes enceintes. Donc ça jure un petit peu avec sa décoration. Je casse les pieds à tous mes potes parce que ils écoutent du MP3 sur Spotify. Et moi, ça me fait mal à l'oreille parce que je n'entends pas la perception, je n'entends pas l'œuvre de l'artiste. Donc voilà, je suis très porté sur la qualité sonore, l'hi-fi, parce que j'adore ça. Et d'ailleurs, mon petit conseil est toujours assez simple. C'est qu'en début de soirée, de la pop, en milieu de soirée, de la soul, et je termine par du jazz. Et je peux vous assurer qu'il est vraiment geek parce qu'il a touché à tout notre matériel et il nous a donné plein de conseils sur le sujet.
Mais il nous a bien dit que tout ça n'était qu'une modalité, n'est qu'un moyen, qui est la finalité, qui est d'écouter de la musique. Et c'est ça. Et c'est un peu le parallèle que je ferai avec la fonction RH. Bien sûr que la digitalisation est importante, mais ça doit évidemment rester qu'un moyen, et qu'un moyen pour retrouver plus d'humanisation, pour rebondir sur ton sujet, que pas uniquement de l'efficacité à outrance, ou alors tout dépend où on positionne l'efficacité. Merci infiniment Sébastien de ton témoignage, merci de ton expertise, merci à vous toutes qui étaient en ligne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, mais en fait pas au mois prochain. Au nom de l'équipe d'ailleurs Parlons RH, je vous souhaite un excellent été. Je vous donne rendez-vous le 2 septembre à 11h pour notre prochain webinaire. J'aurai le plaisir d'accueillir Sabine Agege, qui est directrice de la stratégie produit de la société Workday, sur les enjeux et les évolutions de la fonction paie. Donc, on reste un peu dans le même sujet, même si on va l'adresser différemment. C'est ça qu'on essaye de vous proposer avec Parlons RH, un regard un peu à 360 degrés, encore une fois, sur cette belle fonction. Merci encore beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien.